Dans ce premier épisode, nous allons comprendre quelles sont les portes d'entrée dans notre vie qui peuvent nous conduire à remettre en question notre réalité. Vous sentez-vous vraiment bien ici, dans votre propre vie ? Si ce que nous vivons fait partie d'un programme, alors il doit forcément être possible d'en modifier le contenu. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la thérapie d'analyse quantique. Cette chaîne a pour objectif de vous faire comprendre la méthode que j'ai développée afin de vous permettre de programmer votre nouvelle réalité. Alors je vous propose ici une série de 5 mini-reportages qui développent les 3 points clés de la thérapie, à savoir la psychanalyse, les neurosciences et l'épigénétique. Alors cette thérapie s'articule autour de ces 3 axes. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce qui agit comme le chef d'orchestre est votre conscience. Alors, la vie que nous vivons n'est pas forcément celle que nous avons choisie. Bon, jusque-là, nous sommes bien d'accord. Et les limitations qui nous empêchent d'avancer et de construire nos projets peuvent nous plonger dans un état de dépression latente, dans un état d'immobilisation totale. Alors la dépression latente est un état appelé aussi trouble dépressif persistant, ou aussi, le terme technique, la dysthymie, qui est du reste considérée comme une forme allégée de dépression. La dysthymie est caractérisée par une tristesse moins intense et des symptômes moins sévères que ceux de la dépression dite majeure. Elle ne nécessite pas forcément de prise en charge médicale et se passe très souvent de traitements médicamenteux. Alors en 2021, en France, 12% des 18 à 85 ans auraient vécu un épisode dépressif avec une prévalence 2 fois plus importante chez les femmes que chez les hommes. Ça, c'est une source qui nous vient de Santé publique France. Alors les symptômes de la dysthymie sont les suivants. C'est une humeur dépressive, présente toute la journée, plus d'1 jour sur 2 pendant au moins 2 ans, et presque sans interruption. Et chez les adolescents, par exemple, il peut s'agir d'une humeur irritable et la durée doit être au moins d'1 an. Bien évidemment, vous l'avez compris, il y a d'autres symptômes qui accompagnent l'humeur dépressive, comme par exemple les troubles alimentaires, manger avec compulsion, avec excès, ou ralentir, diminuer l'alimentation. Et puis aussi, nous avons par exemple des troubles du sommeil, ne pas arriver à dormir, se coucher tard, trop tard, ou alors dormir trop, faire des siestes, ne plus être actif, aller se coucher en permanence, ou se lever beaucoup trop tard. Une baisse d'énergie aussi, une fatigue permanente, une faible estime de soi, avoir cette estime qui va baisser jour après jour dans le temps. Il peut y avoir aussi des difficultés de concentration, avoir du mal à être focus au travail, à la maison, oublier des choses. Une indécision générale aussi, ne pas arriver à passer à l'action. Un sentiment de désespoir et même un retranchement dans le passé, une forme de grosse nostalgie permanente. Alors personnellement, j'ai l'impression que la dysthymie touche bien plus que 12% des Français. Alors en effet, peut-être que 12% seulement vont consulter et entrent dans les statistiques, mais une forme latente de dysthymie, à mon sens, concerne plutôt au minimum une personne sur 4. Car je peux vous assurer qu'en fait, dans la vie, c'est pas obligé de galérer, de souffrir physiquement ou psychiquement, d'en avoir marre au quotidien, de ne plus arriver à rien faire, de se sentir submergé et de n'avoir qu'une seule envie, c'est de tout envoyer péter. Je trouve qu'il est acceptable de devoir faire face à peu près à 10% de frustration dans notre journée, c'est une moyenne. 10% où pendant un moment, on prend sur soi, où l'on accepte que ce ne soit pas comme on le souhaite. Voilà, 10%, mais pas plus.
Alors que vivre au quotidien avec un boulot qui ne va pas, un foyer et des relations qui ne vont pas, un compte en banque qui ne va pas, un moral qui ne va pas, une sexualité, une santé, une forme physique, ou en tout cas faire le constat que tout est fini, ça, ce n'est pas acceptable. Qui a dit que la vie, c'est ça? Personne ne nous a dit ça à part nous-mêmes. Et nous créons cette force qui, jour après jour, nous tire vers le bas, comme un siphon. Vous voyez, à mon sens, on est loin des 12% de gens qui ne vont pas bien. Mais on nous fait penser que la vie, c'est comme ça, comme si le bonheur devait rester quelque part un secret. On le voit à l'extérieur, à la télé, on le voit chez certaines personnes, mais nous, on a du mal à se mettre dans ce mouvement du bonheur. Mon étude clinique m'a fait souvent observer, très souvent, que les patients arrivaient dans une période assez particulière de leur vie, c'est celle que j'appelle l'heure du bilan. Alors l'âge qui correspond à ce fameux bilan est entre 40 et 50 ans. Il peut varier bien sûr selon différents paramètres comme l'environnement familial, financier ou même professionnel. Et dans cette période du bilan, le patient est dans un état psychique en difficulté, avec des idées confuses, beaucoup de fatigue, un manque d'énergie globale, un manque de désir, une profonde remise en question, il n'y a plus rien qui va, il y a une dévalorisation du moi, et parfois même il y a un désinvestissement familial, professionnel ou social, voire les trois à la fois. Et ce sont des symptômes qui me font quand même beaucoup penser à la dépression latente, à la dysthymie. Et là, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Ce moment particulier, l'heure du bilan, je la compare un petit peu aux montagnes russes. Vous voyez, les parcs d'attractions, les foires, c'est ce moment où le wagon est en équilibre, au sommet, et il commence doucement à basculer vers l'avant. C'est le moment où on aperçoit le sol, là où on comprend que la descente est imminente. Eh bien, c'est le moment dans la vie où un état d'anxiété peut s'emparer de nous. C'est une période qui nous amène à retracer le passé, à douter de nous-mêmes, à regretter certains choix. C'est le moment où l'on comprend que finalement, tout n'est pas possible et que nos rêves s'arrêtent ici. C'est un peu une période de confrontation au deuil, à la perte, et nous réalisons que notre puissance intérieure n'a aucune chance de dépasser le monde extérieur. Par exemple, notre limite financière crée en nous de la frustration, tout comme notre travail nous prive de temps libre, de loisirs, donc provoque de la frustration. Et là, en résumé, à ce moment-là de notre vie, notre vie devient une vie de merde. Alors, l'heure du bilan, elle se caractérise par une baisse de la libido. Alors je parle ici de la libido de Freud, qu'il définit principalement comme sexuelle, mais surtout de la libido selon Jung, une énergie psychique qui est globale. En quelque sorte, la libido, selon Jung, est une sorte de carburant, un carburant de l'appareil psychique. Ce carburant est investi tout au cours de la première moitié de vie, dans de nombreux projets, comme par exemple les études, le sport, la famille, les enfants, la maison, les loisirs, le crédit, les investissements financiers, des travaux, la création d'une entreprise. Bon, il y a beaucoup de domaines où on investit cette libido. Et quand il y a moins de libido, il y a moins de carburant. C'est la panne sèche, vous êtes planté au beau milieu de l'autoroute et tout file à vive allure autour de vous. Le temps s'arrête et là, c'est le premier signe de la dysthymie, la fameuse dépression latente. Vous n'êtes plus, vous ne vous sentez plus dans le mouvement avec ce monde extérieur. Revenons-en à l'exemple des montagnes russes. Dans son explication, Raphaël nous parle d'une phase de descente vertigineuse aux alentours de 40 à 50 ans. Mais si l'on remonte le temps, dans cette première moitié de vie, de l'enfance à l'âge adulte, nous nous situons sur la pente montante des montagnes russes. Cette ascension dirige notre regard vers le haut, vers le ciel, dans l'ignorance et la toute-puissance que décrit Freud
dans son étude des stades infantiles. Une montée en puissance qui va se poursuivre, portée par cette énergie psychique, la libido. C'est le temps des rêves, des idéaux, des conquêtes et de la découverte, là où tout est possible et rien ne peut nous arrêter. Cette libido est activée par notre ADN grâce à notre code génétique afin d'animer un programme archaïque qui veille à la survie de notre espèce, la reproduction sexuelle à travers les pulsions. Puis progressivement, nous investissons cette énergie libidinale dans d'autres domaines, ce qui nous permet de devenir les créateurs de notre propre existence dans un monde matériel. Freud définit cette période à travers un mécanisme de projection du moi dans le monde extérieur, alimenté par un narcissisme puissant. En d'autres termes, ce monde sera à mon image, car je suis le plus fort. Mais une menace approche, celle de la désillusion, face à l'un des concepts les plus importants de Sigmund Freud, le principe de réalité. Cette ascension est une période dans laquelle nous nous investissons moins dans la spiritualité et la conscience, dans une vie à 100 à l'heure, dirigée par un monde capitaliste, matérialiste, où la consommation et la réussite matérielle sont les maîtres du jeu. Si après 50 ans, il est plus difficile de trouver un emploi, d'obtenir un financement ou un logement, que votre mutuelle augmente son tarif, c'est simplement que vous êtes en train de passer de l'autre côté de la courbe libido. Ce monde matériel ne va plus être votre priorité, car vous aspirez à autre chose face au principe de réalité, et votre système biologique et psychique n'est plus assez rentable pour ce système capitaliste. Alors, imaginez-vous dans une réalité qui a été la vôtre pendant 50 ans, et dans laquelle vous ne trouvez plus votre place. Est-il possible de changer cette réalité et de construire enfin le monde qui vous convient ? Dans l'épisode sur l'épigénétique, nous reparlerons de ce code génétique activé par la libido. Mais nous voyons bien ici que la première moitié de notre vie est une ascension et que l'heure du bilan correspond au moment où le wagon est en équilibre, ce moment où notre libido ralentit sa course, alors que nos cellules, elles, entament leur vieillissement par une accumulation de l'hypofuscine, mais ça, nous en reparlerons et nous le verrons dans l'épisode, bien sûr, sur l'épigénétique. Alors nous comprenons bien, maintenant, que notre société est organisée pour tirer le meilleur profit humain de cette phase de puissance, de cette première moitié de vie, cette puissance libidinale, psychique et physique, grâce à l'appât de la réussite et du succès. C'est la définition du capitalisme. Tout va bien dans le meilleur des mondes en plus, car les statistiques nous donnent que seulement 12% des personnes sont en difficulté. Alors on se sent bien, on se sent vaillant et on continue comme ça. Mais l'heure du bilan, elle, se conclut très très vite, très rapidement, par un constat d'échec et surtout des limitations solidement ancrées, qui ne laissent place qu'à cette déprime que l'on vit dans le silence, dans le secret et qui s'installe jour après jour. Moi, je suis toujours très heureux de voir un nouveau patient qui vient me rencontrer à l'heure de son bilan, car il a choisi la voie de l'éveil au lieu de sombrer dans le déni face à l'inévitable du vivant, et là je veux parler de la mort. Quand se présente à nous ce temps d'équilibre irréversible, certains vont le rejeter en consommant par exemple trop d'alcool, trop de toxiques, en recommençant leur vie à zéro, refaire une nouvelle famille, avec les mêmes limitations, donc les mêmes résultats, en ajoutant encore de l'action, encore et encore du matériel, etc. Celui qui vient consulter comprend lui que quelque part, il y a une autre voie, une voie de sagesse qui se présente à lui.
une maturité enseignée par la vie qui lui offre un autre chemin, une autre alternative face à cette déprime et face à un état de dépression latente, face à un corps et un esprit en souffrance. Et là, je leur confie qu'il est possible de rester en équilibre sur cette montagne russe. La mort est une expérience terrifiante. La perte de notre corps est la dernière des plus grandes frustrations. Du reste, Jung dit que avoir peur de mourir, c'est avoir peur de vivre. Alors quand vous êtes en équilibre là-haut, vous pouvez soit avoir peur de vivre et redescendre à vive allure, soit accepter de mourir et rester là jusqu'à la dernière heure et profiter d'être en haut pour observer la vue. C'est dans cette période que l'on peut travailler sur soi et accéder à une conscience supérieure. En 1944, Carl Gustav Jung est victime d'un infarctus cardiaque et s'en sort de justesse. Il évoque les visions qui ont fait irruption alors qu'il était proche de la mort. Je me trouvais en un point situé exactement au-dessus de la pointe sud de l'Inde, qui brillait dans une lumière bleuâtre et argentée. Et Ceylan reposait-elle une opale étincelante dans la mer bleue et profonde. J'étais dans l'univers, et il y avait là un grand rocher isolé dans lequel avait été construit un temple. Je voyais son entrée, éclairée par 1000 petites flammes attisées avec de l'huile de noix de coco, et je savais qu'il me fallait pénétrer dans ce temple et que j'y trouverais le savoir tout entier. Mais à cet instant apparut un messager venant de mon monde et qui me dit que je ne devais pas quitter mon monde. Et en un instant, toute la vision s'est déchirée. Jung parle ici de l'infini, du champ de Planck, de cette profonde obscurité connectée à toute la connaissance, toute l'information, et dont nous faisons tous partie dans un champ unifié. La pierre angulaire de la thérapie d'analyse quantique est la connexion de la conscience à ce champ unifié. Pour y parvenir, nous devons passer par les expériences matérielles et immatérielles de la vie, poussées par l'énergie psychique libidinale définie par Freud, jusqu'à nous retrouver enfin dans ce temps d'équilibre, dans le moment présent, comparé par Raphaël à l'expérience des montagnes russes. Alors en résumé, notre responsabilité en tant qu'être de conscience, eh bien, c'est de stopper, de contrôler, je dirais, de canaliser cette force psychobiologique, cette alliance génétique libidinale, afin de rester en équilibre après cette ascension d'une moitié de vie épuisante. Enfin, c'est ça, se prendre en charge. Et ainsi, si notre corps physique et notre corps psychique se retrouvent unis dans cet espace infini et intemporel, vous commencerez à quitter ce monde matériel et à accéder à un état de conscience supérieur, un état de bien-être, d'équilibre, mais surtout un état qui vous donnera accès à ce dont parle Jung, qui est la connaissance. Et c'est dans cet espace infini que vous pourrez y programmer votre nouvelle réalité, celle que vous pensiez pouvoir édifier dans cette première partie de vie, mais qui n'était pas la vôtre, qui était celle d'un système qui était déjà établi avant que vous soyez là. Vous avez compris que votre réalité a été organisée par votre corps biologique et votre psychisme. L'un et l'autre se sont influencés pendant plusieurs décennies.
Ce monde extérieur qui ne vous correspond pas a modifié votre psychisme jour après jour, et votre corps et vos cellules. Alors vous comprendrez bien que votre nouvelle réalité ne va pas se dessiner, se fabriquer en 5 minutes. La thérapie d'analyse quantique, elle vous amène dans un autre état de conscience en vous éloignant de ce mécanisme psychique et cet état cellulaire prédéfini, afin de construire autre chose et ailleurs. En quelque sorte, vous allez visiter un autre espace dans lequel vous êtes déjà et vous allez pouvoir y créer cette réalité. Cet ailleurs dont parle Raphaël se trouve au cœur de l'énergie du vide, appelée aussi énergie noire. Notre univers, et nous y compris, est constitué à 99,99% d'espace vide. C'est-à-dire que notre corps physique est un assemblage précis de 100 000 milliards de cellules, composées d'atomes comprenant essentiellement un noyau, des électrons, des neutrons et des protons qui s'assemblent pour former des molécules. Mais si l'on regarde tout cela de très près, nous observons de très grandes distances entre chacune de ces particules, à tel point que le volume de tout l'ensemble est composé de 0,0000001% de matière et le reste de vide. La physique quantique s'intéresse particulièrement à cet espace vide et définit ce vide comme une énergie qui est le composant de notre réalité. L'échange de matière qui définit notre monde et qui se fait à la vitesse de la lumière passe inévitablement par cette structure du vide à travers cette obscurité. Cette énergie anime la matière, mais aussi notre conscience, ce qui en fait un champ de connaissances infini qui connecte cet espace tout autour de nous, mais aussi en nous. Nassim Haramein, physicien quantique, considère un atome comme un mini-trou noir. Ainsi, il décrit le monde atomique avec les équations de champ d'Einstein. Les trous noirs répondent à une distribution fractale qui sont répartis depuis l'infiniment petit jusqu'à l'univers, lui-même un trou noir. En d'autres termes, l'information circule dans l'univers à la vitesse de la lumière par un échange d'électrons. Et cet espace infini, lui, informe à son tour la matière. À chaque changement d'information, c'est comme si toute la structure se mettait à jour. Comme un ordinateur, mais bien plus complexe, car l'information passe par une infinité de trous noirs et peut se superposer dans différents états. Tout comme une personne peut avoir 2 points de vue sur une même situation, nous pouvons voir les choses de 2 points de vue différents, un électron peut donner, lui, une infinité d'informations en même temps. Alors il y a donc un temps où nous sommes de l'information et un autre temps où nous sommes du vide, puis à nouveau de l'information, puis à nouveau du vide, et ainsi de suite. Notre conscience passe par ce canal d'information quantique. Nous recevons donc de l'information et nous en émettons à notre tour dans cet espace infini. Et nous formons ainsi une connaissance collective dans une mise à jour qui est permanente et qui se fait à la vitesse de la lumière. Et le disque dur qui stocke toutes ces informations est cet espace vide dont les bits d'information sont le champ de Planck à une échelle infiniment petite. Pour conclure cette première partie, alors je me rapproche à nouveau de Freud, pour faire un lien entre le psychisme et le champ unifié, pour faire le lien avec ce que je viens de dire précédemment. Freud nous parle dans son étude de la conscience, qui est un élément périphérique de l'appareil psychique, et qui a pour fonction de recevoir et d'émettre des informations. C'est un échange entre le monde intérieur et le monde extérieur.
Puis ensuite, il nous parle de l'inconscient collectif, qui organise les fonctionnements humains qui sont liés à l'imaginaire. Et cet imaginaire va influencer mon conscient, et je vais prendre ce conscient et le reprojeter à nouveau dans ce collectif. C'est un échange permanent. Eh bien, c'est cela très exactement que décrit la physique quantique à travers ce champ de Planck, ce champ unifié. Alors Freud n'a pas souhaité rapprocher ces théories qui sont aujourd'hui incontournables dans le monde de la psychologie avec les théories de physique quantique de son époque. Mais Carl Gustav Jung, pionnier aussi dans la psychanalyse, lui s'est rapproché du scientifique en physique quantique Pauli, car ils avaient compris tous les deux qu'une autre réalité psychique et physique était possible. Un lieu où les deux avaient un point en commun. C'est ce qu'ils ont appelé l'inconscient neutre. Et du reste, c'est ce qui a ouvert les portes vers un autre monde, un arrière-monde. Cet arrière-monde est cette connexion au champ unifié, cette porte d'entrée qui mène à la synchronicité et à l'ensemble de toute l'information. Dans cette première partie, nous avons observé la détresse psychique à l'heure du bilan. En équilibre sur les montagnes russes, toute notre énergie est limitée. Grâce à la capacité de notre conscience, nous pouvons atteindre une autre réalité, car nous sommes de l'information connectée au champ unifié. Il est donc possible, dans cet espace vide, de programmer notre réussite et d'atteindre notre équilibre. Notre conscience se charge de programmer et notre corps rejoint cette nouvelle réalité car il est tantôt de l'information et tantôt du vide. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la psychanalyse à travers la pensée de Freud et de Jung en lien avec ce champ unifié.